On se retrouve sur ETélé pour le deuxième débat de cette primaire de la droite. Hier, nous avions les représentants d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Jean-Frédéric Poisson et de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce soir, nous sommes avec Valérie Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de François Fillon. Michel Tabarot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de campagne de Jean-François Copé. Et Alain Chrétien, bonsoir. Bonsoir à toutes. Vous êtes le porte-parole de Bruno Le Maire. J'ajoute que vous êtes tous les trois députés. Notre débat va porter ce soir sur des grands thèmes. D'abord les sujets de société. Nous évoquerons ensuite la lutte contre le terrorisme. Bien entendu l'économie. Et si nous avons le temps, si vous respectez les temps qui vous sont impartis, eh bien la méthode de gouvernance. Mais j'en suis sûre que le débat va être équilibré. On va commencer par le sujet qui fait beaucoup de bruit cette semaine. On va en parler. Je veux entendre vos critiques respectives. C'est la phrase de Nicolas Sarkozy sur nos ancêtres les Gaulois. Elle a tant fait réagir que Alain Juppé, ce soir, s'est fendu d'un tweet pour dénoncer la nullité, vous allez le voir, du débat politique. Nullité, voilà, que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois. Et si on parlait d'avenir, allez, Valérie Boyer, qu'est-ce que vous pensez de ce tweet d'Alain Juppé et de ce débat ? Écoutez, moi je pense qu'effectivement c'est bizarre cette dichotomie qu'il y a entre le surcommentaire des petites phrases ou même des tweets et quand on parle de fond, il y a rarement de sujet. Donc merci beaucoup de faire cette émission, on va pouvoir aborder les sujets de fond. Moi je pense que ce qui est très important, c'est effectivement, c'est ce que propose François Fillon, c'est de faire en sorte que les Français apprennent à l'école notre récit national et qu'on arrête de criminaliser l'histoire de France. Et ça c'est ce que propose François Fillon depuis longtemps puisqu'il souhaite que justement l'histoire de France, des académiciens se penchent dessus pour qu'on puisse revenir sur tous les aspects de notre histoire de France, mais qu'on arrête de prendre nos ancêtres, qu'ils soient gaulois ou pas d'ailleurs, pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je pense que c'est important d'insister sur les savoirs fondamentaux, de faire en sorte que l'école soit obligatoire à partir de 5 ans, parce que ça, c'est un facteur d'intégration, d'assimilation, et c'est ce que propose François Fillon depuis très très longtemps. Et puis... Vous faites pas tout le programme de François Fillon? Non, mais écoutez, la parole. on parle d'histoire de France. Donc quand on parle d'histoire et d'histoire de France, c'est bien de parler d'éducation. Et vous savez que l'éducation, ça fait partie des 3 piliers de Fillon, avec la famille, avec la sécurité. Donc c'est essentiel. Michel Tabarot, Jean-François Copé, il est plutôt intégration ou assimilation? Écoutez, il est sur l'intégration et l'assimilation. Je pense que le débat qui a été lancé depuis quelques jours sur les Gaulois est un petit peu ce qu'on a déjà vu dans le cadre d'autres campagnes électorales avec le Karcher. Où, voilà, on essaie de jeter des sujets comme ça. C'est très bien, ça fait le buzz, mais en réalité, on ne parle pas des sujets importants, parce que bon, si on veut parler de nos ancêtres, il y a des Gaulois, mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui ont versé du sang pour notre pays. Il ne faut pas les oublier. Et donc, notre pays est composé de tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus inquiète par ce qui se passe, très concrètement. Les problèmes d'intégration, nous le voyons. Le rejet d'un certain nombre de nos concitoyens des valeurs de la République. Regardez l'autre jour les résultats du sondage de l'Institut Montaigne qui disait que 30% des musulmans estimaient que la charia était au-dessus des lois de la République. Donc lorsqu'on voit ces sujets-là traités comme ça et vécus comme ça par un certain nombre de nos concitoyens, on se dit qu'il y a tout un travail à faire à travers un code de la laïcité, à travers des mesures, comme tu l'as rappelé, à l'école dès le plus jeune âge, en rappelant un lever des couleurs et puis apprendre la Marseillaise et savoir les bases de notre... L'école doit être le berceau des valeurs de notre République. Et tous ces sujets-là, il faut les aborder sérieusement, avec détermination, plutôt qu'en faire des sujets jetés pendant la campagne. On a un tronc commun là dans les propositions effectivement de François Fillon et de Jean-François Copé. Pour Bruno Le Maire. Oui, mais écoutez, Nicolas Sarkozy n'a pas changé. On l'a connu il y a 10 ans avec des idées fortes. C'était lui qui menait le débat en 2007. Aujourd'hui, il essaie de refaire la même chose, mais ça tombe un peu à plat, c'est de la caricature. Le débat des primaires mérite autre chose, il mérite qu'on prenne de la hauteur. Et pour Bruno Le Maire, eh bien, qu'on parle de la culture française. Pas d'identité, pas de ce qui stigmatise, pas de ce qui différencie, mais de ce qui rassemble. Une culture française qui est issue d'une multiplicité d'origines. Les Gaulois, mais aussi d'autres peuples. On ne va pas refaire l'histoire de France ce soir. Je crois qu'il faut qu'on remette la culture française au goût du jour, la langue française. On va y venir si on parle d'éducation, mais la langue française qui vient du latin, si on fait aussi un peu d'histoire. Donc pour Bruno Le Maire, la culture, elle ouvre, la culture, elle rassemble, la culture, elle tend la main, et la culture française. Et derrière ça, il y a arrêter la repentance, arrêter la culpabilité. Ça fait 40 ans qu'on apprend aux jeunes Français que l'histoire de France a des mauvais côtés. Le colonialisme, l'esclavagisme, il y a aussi des gloires, les gloires de France, il faut qu'on les apprenne, il faut qu'on ait une histoire de France qui soit équilibrée. Ça va bien plus loin que Sarkozy
et les Gaulois. Sur les questions d'immigration, Madame Boyer, que propose exactement François Fillon? Est-ce qu'il a une politique extrêmement dure? Écoutez, je vais vous parler. Je voudrais revenir deux mots d'abord sur l'identité. Après, je vais vous parler d'immigration, si vous le permettez. Effectivement, je pense qu'on n'a pas à se préoccuper de savoir si l'identité elle est heureuse ou malheureuse. Je pense que vraiment, en tout cas, c'est ce que propose François Fillon. Je crois qu'ici, on n'a pas de doute sur notre identité. On sait d'où on vient, même si, comme Michel et moi, si je peux me permettre, on vient de l'autre côté de la Méditerranée, puisque nos parents sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, et on n'a pas ce souci d'identité. En revanche, c'est vrai que la souveraineté de la France, le fait que nous soyons menacés par la mondialisation, qu'on soit un peu dissous dans cette mondialisation, ça inquiète les Français. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux fondamentaux, mais dans le respect de tous les Français, quels qu'ils soient, et en ayant un débat serein et solide. Et moi, c'est pour ça aussi que je soutiens François Fillon dans ce domaine, parce que j'allais dire que son calme, sa solidité, la sincérité de ses engagements, le fait qu'il n'est pas varié sur beaucoup de sujets. Et puisque vous parliez d'immigration, c'est quand même le premier à avoir proposé des quotas votés par l'Assemblée nationale pour que les choses soient bien clair, qui est aussi très clair sur le fait qu'on respecte ou pas la France. Si on ne la respecte pas, il n'y a pas de nationalité française. Sur le regroupement, François Fillon était sur une ligne plutôt identitaire et n'a pas réussi à imposer ses choix pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc c'est là aussi que ces propositions atteignent leurs limites. Ma chère Valérie, et maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on retrouve une nouvelle dynamique. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. D'ailleurs, François Fillon n'était pas le seul dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puisque Bruno Le Maire y était. Il a tout fait pour. Oui, alors ça fait n'était pas son domaine de compétence. C'est peut-être. Oui, mais il était à l'Europe aussi. Et ça aussi, c'est son domaine de compétence quand on parle de ce genre de sujet. Mais il ne s'agit pas de dire... moi, je pense que François Fillon, il a tenu le cap pendant 5 ans. Il a été loyal. Il a été fidèle. Il n'a pas, comme par exemple Macron, quitté la maison quand elle brûlait. Et d'ailleurs, il est resté à Matignon à la demande des parlementaires. Il a assumé le Karcher. À la demande... à l'époque, je pense. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et les propositions doivent être nouvelles. C'est la raison pour laquelle, sur ces questions d'identité, sur ces questions d'immigration, on doit à la fois avoir un débat apaisé et réaliste. Et ce que propose François Fillon, notamment sur les quotas, ça me semble être quelque chose à la fois de raisonnable et de solide. Alors, Michel Tabarot, Jean-François Copé n'était pas au gouvernement. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la première chose. Et qu'est-ce qu'il propose en matière d'immigration? Débattre, parce que justement, c'est ce qui fait sa différence dans cette campagne pour les primaires. C'est qu'à la différence des autres, il n'a pas un bilan à présenter comme ministre, comme Premier ministre ou comme président de la République. Patron du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, je te rappelle, Alain, mais c'est vrai que tu n'étais pas présent, que nous avons mis en place la coproduction législative. Donc il est aussi co-responsable. Avec des parlementaires qui poussaient le gouvernement à prendre un certain nombre de décisions. Et c'est grâce à cette coproduction législative que nous avons pu faire voter la loi sur la burqa en 2010. Exactement. Parce qu'il y avait des parlementaires mobilisés autour de Jean-François Copé, alors que le gouvernement de l'époque, qui est le président de la République, refusait sur les propositions. Texte, craignait les réactions par rapport à ce texte. Qu'est-ce qu'il propose, votre candidat? Sur les propositions, je voudrais vous rappeler quelque chose d'important. Eh bien, c'est cette volonté de traiter la nationalité de façon différente. Je crois que nous sommes les seuls à refuser, à vouloir supprimer ce droit du sol pour pouvoir mettre en place une nationalité d'adhésion. Je crois que malheureusement, dans notre pays, les choses se font trop facilement et on se rend compte aujourd'hui avec ce qui se passe, et c'est un quotidien difficile pour nos concitoyens, de voir que certains Français originaires d'autres pays n'ont pas souhaité devenir Français et n'adhèrent pas aux valeurs de notre République. Il faut que ce soit un choix, il faut que ce soit une adhésion, il faut qu'il y ait un parcours à la fois au niveau de la langue, au niveau de l'histoire, au niveau de son comportement dans la République, pour qu'à un moment donné, cette démarche soit faite et qu'elle ait un sens. La nationalité ne doit pas être bradée et c'est un gros travail que nous souhaitons mettre en œuvre avec Jean-François Copé. D'accord avec ça, Alain Chrétien? Non. Si on relance un débat droit du sol, droit du sang, on va encore repartir dans des débats qui sont insensés, qui vont cristalliser les positions en France. Je pense que le droit du sol, c'est une tradition, révolutionnaire. C'est la Révolution française qui a créé le droit du sol. Si on revient là-dessus, on revient sur des fondamentaux. Moi, je préfère simplement qu'on fasse respecter les lois,
qu'on fasse respecter les lois qui existent. Vous avez aujourd'hui 80 000 migrants irréguliers en France de plus chaque année et on ne les expulse pas. Avant d'en lancer un grand débat sur le droit du sol, commençons. C'est la même chose. C'est la même chose quand on rentre sur le territoire français. Alain, on parle soit on a des papiers et si on n'en a pas, on doit être expulsé. De personnes c'est une chose essentielle sont en France, plutôt que de relancer un débat entre le droit du sol et le droit du sang que personne ne comprend vraiment. C'est assez idéologique. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus pertinent aujourd'hui. Bien entendu, je ne partage pas ce que tu dis. Et les éléments, malheureusement, qui reviennent aujourd'hui, quand on voit les attentats, quand on voit la radicalisation, quand on voit que des imams prêchent avec une haine terrible. Expulsons-les. Mais tu sais que parfois ils sont français, cher Alain. Tu as l'air d'oublier que certains sont nés dans notre pays, qu'ils ont la nationalité française. Donc c'est là tout le travail. C'est pour ça qu'il faut une justice d'exception. Savoir que des Français, des personnes qui sont nées en France, qui sont devenues des Français, détestent à ce point-là notre République, ça doit nous faire réfléchir. Donc il y a un travail à faire au niveau de l'intégration et de l'assimilation, mais il y a un travail aussi à faire pour que la nationalité ne soit pas bradée. Valérie Boyer. Alors moi, je voudrais dire les choses simplement. En fait, il faut travailler vraiment sur l'assimilation. Et ça, c'est ce que dit François Fillon depuis toujours. L'assimilation, des quotas éventuels qui peuvent être à zéro, d'ailleurs votés par l'Assemblée nationale. Comme ça, c'est transparent. C'est un débat auquel les Français ont droit. Et quoi de mieux que la représentation nationale pour avoir ce débat. Et ensuite, c'est vrai, un certain nombre de respect des choses qui doivent être essentielles, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tout à l'heure, on l'a dit, l'histoire de France. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus confondre nationalité et lutte contre le terrorisme, comme ça vient d'être un petit peu c'est le chapitre d'après, effectivement, la lutte contre le terrorisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est fondamentale. Ça va avec la sécurité. Mais quand la France est forte, quand la France est fière, quand la France porte ses couleurs, on n'a pas ce genre de difficultés. Et aujourd'hui, je crois qu'un président de la République exemplaire, solide, comme pourrait l'être François Fillon, eh bien, ça nous permettrait effectivement d'avoir un débat apaisé sur ces questions et d'être très clair sur ces questions d'assimilation, parce que c'est ça dont les Français veulent aujourd'hui. Alain Chrétien, vous avez évoqué la lutte contre le terrorisme en parlant d'une justice d'exception. Qu'est-ce que propose Bruno Le Maire, notamment sur le traitement des fichiers S? Ils sont une dizaine de milliers dans notre pays. Qu'est-ce qu'il propose? Tout d'abord, dans les fichiers S, vous avez beaucoup de choses différentes, beaucoup de profils différents, donc il ne faut pas généraliser. Nous, ce que nous proposons, c'est une justice d'exception qui permette de mettre en détention administrative des individus qui sont un risque potentiel pour le pays, sous l'autorité d'un juge judiciaire. Donc l'état de droit, quand j'entends ce débat sur l'état de droit est respecté puisque c'est la justice qui déterminera. C'est pas ce que propose Nicolas Sarkozy. Si l'individu, je ne crois pas, si l'individu, en tout cas on est peut-être proche là-dessus, mais en tout cas il faut une justice d'exception, ça nous arrive d'être d'accord. Très bien. Heureusement. Il y a un tronc commun dans les Républicains. La vraie difficulté, c'est comment incarcérer un individu qui n'a pas encore commis d'attentat, qui n'a pas encore commis de crime. C'est ça la grande difficulté. Comment est-il potentiellement dangereux? Quels sont les signes avant-coureurs? Consultation de sites djihadistes, recel de matériel ou de documents qui incitent à la haine. Et en rapport avec des individus qui sont déjà des criminels. Donc tout ça, il faut qu'on puisse juridiquement blinder les choses afin que le juge judiciaire puisse mettre en détention des individus avant qu'ils ne passent à l'acte. Michel Tabarot, que propose Jean-François Copé? Jean-François Copé propose la rétention préalable sous contrôle d'un juge, effectivement. Donc même chose. Parce que le grand message, il le propose pour 150 jours. Je suis ravie de voir que aujourd'hui, Bruno Le Maire le propose également. Mais je pense que c'est très important. Vous savez, il y a eu un grand débat pour dire est-ce que c'est normal de mettre à l'écart des personnes qui n'ont pas encore commis un acte de terrorisme. Aujourd'hui, nous avons effectivement des fichiers S dans notre pays. Pour certains, ils ne méritent probablement pas. Il y a un gros travail à faire pour nettoyer et les différencier, bien entendu, ces fichiers S. Mais en dehors de ça, il y a des étrangers qui sont fichés S. Ceux-là doivent être expulsés. Voilà, la question ne doit même pas se poser. Ceux-là doivent être expulsés. Et pour les autres, une rétention préalable 150 sous contrôle d'un juge pendant 150 jours. En dehors de ça, vous savez, nous avons eu l'occasion avec Jean-François Copé de faire un déplacement en Israël, un pays qui est touché par le terrorisme depuis longtemps, pour voir quelles étaient les mesures qu'ils avaient souhaité prendre depuis toutes ces années. Et nous avons aussi, et je crois que la proposition est importante, le souhait de créer une NSA à la française.
française. C'est-à-dire une structure qui nous permette d'avoir un renseignement et ce renseignement est nécessaire puisque je vous rappelle que nous avons perdu sous l'époque de Nicolas Sarkozy les renseignements généraux il y a quelques années. Nous avons véritablement besoin là de mettre un arsenal contre le terrorisme en place. Est-ce qu'il y a une différence dans ce que propose François Fillon par rapport Oui, alors la première différence de ce que propose François Fillon, c'est l'immédiateté et la clarté, puisque lui, il propose d'appliquer ce qui existe déjà, c'est-à-dire le livre 4 du Code pénal, qui permet de prendre des dispositions pour condamner à des peines qui vont jusqu'à 30 ans de prison tous les Français qui entretiennent ce qu'on appelle une intelligence avec l'ennemi, qui ont eu des relations avec l'ennemi. Alors, ça vaut c'est jusqu'à, c'est pas 30 ans de prison, mais sauf que ça vaut, si l'État islamique nous a déclaré la guerre et nous avons terrorisé. On est en guerre. Livre 4, nous sommes en guerre, Alain. Écoute, tout le monde le dit, le président de la République. Pas contre un État. Juridiquement, c'est contre un État. Chacun son tour. Je voudrais terminer là-dessus sur cette proposition qui est immédiatement applicable, c'est-à-dire le livre 4 du Code pénal. Il suffit pour ça de recruter des juges. Et d'ailleurs, le gouvernement serait bien inspiré de le faire maintenant, de ne pas attendre les présidentielles et la primaire, et qui permettrait d'emprisonner les personnes qui ont eu l'intelligence avec l'ennemi. Ça peut être tous ceux qui se sont rendus en Irak et en Syrie et dont on sait parfaitement qu'elles ont entretenu des relations avec des terroristes ou qu'elles sont terroristes elles-mêmes. Bien évidemment, sur la réorganisation, François Fillon propose de réorganiser les services de renseignement. Aujourd'hui, il y en a 5. Il propose de les réduire à 2, enfin de les fusionner en 2, et de développer le renseignement territorial. Et puis d'organiser la résistance de la société française aux attaques qui la visent. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et c'est vrai, je rejoins ce qu'a dit Michel Tabarot. Effectivement, l'exemple d'Israël est un exemple, malheureusement, qui vit avec le terrorisme depuis toujours, dont on pourrait s'inspirer pour un certain nombre de mesures. Et puis surtout, il veut faire contrôler la formation des imams, expulser les prêcheurs hostiles qui sont hostiles à nos valeurs, et rendre transparent le fonctionnement des mosquées. Mais surtout, la première chose, j'allais y venir, parce que c'est le seul aujourd'hui. Et en tout cas, ça a été le premier à dire qu'il fallait revoir nos relations, qu'il fallait dire à l'Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweït, c'est lui qui le premier a le dit. Et j'ajoute, si vous me le permettez, que c'est le seul homme politique qui se présente à la primaire, qui a traversé l'Irak de fond en comble pour aller porter son aide aux chrétiens d'Orient, en Irak et en Syrie. Bon, non seulement ça démontre sa volonté, ses convictions et son courage, mais surtout sa volonté de se rendre sur le terrain pour voir ce qu'il en est aujourd'hui. Mais moi, j'insiste, la première chose, revoir nos relations diplomatiques. Une quinzaine de minutes. Il y en a tout le volet économie à traiter et la méthode de gouvernance. En un mot, Michel Tabarot, pour qu'un des éléments aussi que Jean-François Copé évoque et donc qui est une grande ambition de notre projet, c'est de proposer un plan Marshall. Tu as évoqué la situation du pays. Nous considérons que le pays est en guerre. Il est en guerre à l'extérieur avec nos militaires qui se battent et Jean-François Copé était au Mali et a été voir nos armées. Mais très concrètement, dans le pays, nous l'avons vu. Donc ce plan Marshall pour la sécurité, c'est 50 000 recrutements. Ce sera l'effort très important des recrutements qui seront réalisés à la fois au niveau de la police, de la justice, de la gendarmerie, des gardiens de prison qui subissent au quotidien. Allez, on va passer à l'économie. Il nous reste un gros volet économique à traiter. Je suis sûre que vos candidats ont beaucoup de propositions. On va commencer par la fiscalité. Est-ce qu'il faut un choc fiscal dès l'été 2017 en cas d'alternance et d'arrivée de la droite au pouvoir? Bruno Le Maire. Non, Alain Chrétien pour Bruno Le Maire. Non, il y a un choc. Vous savez, on entend beaucoup parler de choc. Enfin, c'est un peu pareil. Non, ce que nous souhaitons, nous, c'est la baisse des impôts pour tous. D'autres candidats souhaitent des baisses d'impôts sur leurs revenus ou des baisses plus ciblées. Nous souhaitons la baisse d'impôts pour tous. Et le seul impôt qui nous frappe tous, indolore, insidieux, c'est la CSG. La CSG, qui, je vous rappelle, rapporte plus que l'impôt sur le revenu, quasiment 90 milliards d'euros. Donc Bruno Le Maire propose une baisse dans le semestre qui suivra l'élection de la CSG de 7,5 à 6%. C'est une économie de près de 1 000 euros par foyer dès l'année 2017. C'est une économie qui va profiter à l'ensemble des Français et pas simplement à ceux qui payent l'impôt sur le revenu, puisque je vous rappelle que seule la moitié des foyers fiscaux français payent l'impôt sur le revenu. Avec cette baisse d'impôt, ce sera une baisse d'impôt qui profitera à tous. Le deuxième élément, c'est de transformer le fameux CICE, cette usine à gaz très compliquée à mettre en place, par une simple
baisse de charges, ce qui aurait dû être fait dès le départ. Qui permettra de créer des emplois ? Bien sûr, puisque c'est 25 milliards qui vont être donnés aux entreprises. En termes de compétitivité, c'est essentiel. Donc, plutôt que de faire des dossiers, vous savez, les PME, les TPE, elles n'ont pas le temps de faire ce dossier de CICE. Elles, ce qu'elles préfèrent, c'est une baisse de charges. C'est rapide, c'est simple, c'est direct. Baisse de la CSG, Michel Tabarot, que propose Jean-François Copé. Jean-François Copé a proposé donc un choc fiscal de 50 milliards d'euros, à la fois 35 milliards sur les entreprises, sur les charges, sur l'impôt de société et 15 milliards sur les ménages. En dehors de ce choc fiscal, je pense qu'il est important de revoir aussi toute notre législation, l'allègement du droit du travail, libérer l'économie. Nous vivons dans un carcan depuis des années, permettre des référendums d'entreprise pour que les salariés puissent, avec la direction, décider du nombre d'heures travaillées en fonction des besoins de l'entreprise. Se battre très concrètement contre le blocage et les blocages que nous avons connus. On ne peut pas laisser des syndicats qui représentent simplement 2% des salariés immobiliser le pays, et donc nous proposons aussi un service minimum dans certains secteurs pour pouvoir protéger notre économie. Donc je pense qu'il est important que sur le plan de l'économie nous ayons cette relance, et nous proposons cette baisse pour les ménages, et Jean-François Copé a eu l'occasion de le faire lorsqu'il était ministre du budget, puisqu'il a été 2 ans ministre du budget. C'est la seule fois où on a eu baisse de la dette, baisse des charges, baisse des dépenses publiques et baisse de l'impôt. Mais il y a véritablement le souhait, je pense que c'est le seul candidat à le faire, de le décider très rapidement pour réenclencher la machine économique et pour que nos concitoyens retrouvent du pouvoir d'achat. Valérie Boyer, pour François Fillon, dont on dit que le programme, c'est du sang et des larmes. Il en a d'ailleurs fait une blague en disant qu'on le compare à Churchill, c'est pas la moindre des comparaisons. Non, il ne dit pas ça du tout, François Fillon. Il dit que les larmes, c'est maintenant. Les larmes, c'est maintenant, notamment pour les chômeurs, pour ceux qui sont dans la précarité, et que dans notre pays, on a à la fois la précarité, le manque de liberté d'entreprendre. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, il veut simplifier le Code du travail. Alors, c'est qu'il n'a pas fait un programme économique en 1000 pages. Il a fait un programme économique qui peut se résumer dans ce petit document que je vous ai apporté, qui est sympa et qui est un abécédaire où vous voyez un certain nombre de choses qui sont mises à la portée de tous nos concitoyens, avec 50 mots, dont son programme économique. Mais c'est une référence à l'énorme dossier de Bruno Le Maire. Je pense qu'il faut être crédible. C'était justement. Alors, Valérie Boyer, on va écouter les propositions de François Fillon. Je pense que la crédibilité du programme de François Fillon n'est pas remise en cause, parce que tous les observateurs s'accordent à le dire, et puis même la plupart des mesures de son programme ont d'ailleurs été pillées par ses concurrents. Mais qu'est-ce qu'il propose? Il a été Premier ministre. Voilà. Concrètement, c'est un petit peu un handicap par rapport au programme d'aujourd'hui. C'est pas un handicap d'avoir été le Premier ministre le plus populaire de la Ve République. Premier ministre, mais qui assume un mandat qui n'a pas donné. Je revois la guerre Copé-Fillon. Je revois la guerre Copé-Fillon. Alors ça, de l'UMP d'il y a quelques mois. Tu as raté, tu vois, Valérie Boyer. Que propose François Fillon en matière de fiscalité? J'ai suivi ça de près à l'époque. S'il vous plaît. On revient au programme économique. On a eu un Premier ministre, un président de la République qui ont travaillé pour la France, et des ministres. Qui se sont battus pour y rester. Voilà, et très concrètement, la gauche a gagné. Revenons on attend de nous autre chose aujourd'hui. Exactement. C'est la raison pour laquelle François Fillon propose. D'abord, François Fillon, c'est vrai, s'intéresse beaucoup aux familles, aux classes moyennes. C'est le pilier de son action. Donc, il propose 50 milliards d'euros de baisse des charges salariales et patronales, 40 pour les entreprises, 10 pour les familles. 10 pour les familles, ça veut dire tout de suite à peu près 10% de plus de pouvoir d'achat sur les salaires des familles. Il propose également une baisse de la dépense publique de 110 milliards d'euros et 2 niveaux de collectivité territoriale. Mais surtout, je pense qu'il fait aussi la promotion du travail indépendant avec la création, c'est son objectif de créer une nation d'entrepreneurs et de revoir de fond en comble le RSI et d'encourager l'auto-entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Hervé Novelli est à ses côtés. Et bien sûr, des mesures sur le temps de travail et notamment le temps de travail dans la fonction publique, puisqu'il veut passer de 35 à 39 heures. Ça concerne 5,39. Non, ça concerne
5,2 millions de fonctionnaires. De travailler 4 heures de plus sans être payé. Ça augmente de plus 12%. Non, on ne touche pas aux limites. Vous imaginez, donc c'est payé 35 millions. Non, mais demandez à 5 millions de fonctionnaires de travailler 4 heures de plus sans être payés 4 heures de plus. Dont les conditions de travail sont extrêmement dégradées, dont le compte épargne-temps n'est pas payé, ni leurs heures supplémentaires, 4 heures supplémentaires sans être payé, et surtout, je pense aussi la retraite à 65 ans, parce que ça, c'est une mesure. Ça, vous êtes tous d'accord sur ce chiffre, 65 ans. C'est une mesure économique que François Fillon avait souhaité mettre en place quand il était Premier ministre, et ça n'a pas été possible aujourd'hui. Et aujourd'hui, son objectif, c'est un plan économique réaliste, puisqu'il souhaite une politique qui permette effectivement de redonner sa souveraineté à la France, parce que tout à l'heure, on a évoqué les problèmes d'identité, mais quand on est endetté comme nous, eh bien, c'est compliqué de reconquérir notre souveraineté. Sauf qu'il y a des mesures que vous ne pourrez jamais appliquer. Alors ça, c'est faux, parce que toutes les mesures... Écoute, je pense que François Fillon n'aurait pas été ovationné... 4 heures de plus sans les payer... Donc elles sont, juste pour être très clair, c'est payé 35 heures, on travaille 39 et on est payé 35. C'est surtout redonner... Mais il faut qu'on soit clair là-dessus. Est-ce que François Fillon propose aux fonctionnaires de travailler 39 heures, payer 35 ? Oui, mais c'est parce qu'il faut travailler plus. C'est quand même incroyable qu'on soit dans un pays où quand on travailler plus pour gagner plus, dit Bruno Le Maire. Exactement. Non, ça c'était quelqu'un d'autre. C'est quand même incroyable qu'on soit dans un pays quand on vend du rêve, quand on vend des choses qui ne sont. Non, c'est pas un cauchemar. Le cauchemar, c'est maintenant. Le cauchemar, c'est maintenant avec des chômeurs, avec des gamins, 2 millions de gamins qui sont à l'école sans formation. Et surtout, je crois que ma chère collègue, vous pensez qu'une infirmière qui travaille 35 heures acceptera de travailler 4 heures de plus sans être payée 4 heures de plus? Elle est à 1 200 € par mois. L'infirmière aujourd'hui, il faut qu'elle soit payée plus, mais surtout que son compte épargne-temps puisse être payé, que ses conditions de travail, on l'a vu récemment avec un mouvement justement dans la fonction publique hospitalière et auprès des infirmières, où leurs conditions de travail sont tellement dégradées par les 35 heures. Il ne faut pas oublier que les 35 heures ont mis à genoux l'hôpital public. Alors, bien sûr, et qu'aujourd'hui... Encore un mot sur l'économie avant de passer à la méthode de gouvernance. Les heures supplémentaires défiscalisées, on remet ça en place, Michel Tarabaro? Les heures supplémentaires défiscalisées. Rapidement. Et on les finance comment? Et puis une 10 milliards d'euros. Une liberté économique. Écoute, le financement, on l'a chiffré, nous, à la différence peut-être des autres candidats, puisque Bruno vient de préparer ses 1000 pages. François Fillon aussi l'a chiffré. Voilà, c'est même le premier à l'avoir fait. Non, je pense que Jean-François Copé, lorsqu'il a sorti son livre, a eu l'occasion de chiffrer. Ça a d'ailleurs été même souligné par des personnes qui ne l'aimaient pas forcément. Il a pris la peine de chiffrer. De gros efforts seront faits. C'est au total 47 milliards d'économies qui seront demandées à nos concitoyens, avec 27 milliards qui seront réinjectés dans des nouveaux postes. Ça n'a plus beaucoup de sens si on met 35 heures. On a des postes assez intéressants. Alain, s'il te plaît, on a des postes assez intéressants à baisser en faisant une fusion des départements et des régions, en arrêtant la fonction publique à vie et pour les nouveaux entrants, en supprimant l'aide médicale légale qui n'a pas été supprimée par le gouvernement, l'aide médicale d'État qui n'a pas été supprimée par le gouvernement Sarkozy et Fillon. Elle a 800 millions à plus d'1 milliard en quelques années, oui. Elle n'a pas été supprimée, elle doit être supprimée. On est bien d'accord. Si nous sommes d'accord tous les trois, c'est formidable d'avoir le courage. Alors, je crois qu'il nous reste à peine 5 minutes pour parler de la méthode de gouvernance. Donc, juste en un mot, les heures supplémentaires. Ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt si on passe à 39 heures. Sarkozy avait dit je fais l'heure sub défiscalisée parce que je veux garder les 35 heures. Si on ne garde pas les 35 heures. Valérie Boyer pour François Fillon. Je voudrais dire que la première mesure sociale, la première mesure d'importance pour François Fillon, c'est revenir au plein emploi. Aujourd'hui, c'est pas vrai qu'il promet des sangs et des larmes, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, les larmes, c'est maintenant. C'est pour les chômeurs qui n'ont pas de boulot, c'est pour les enfants qui sortent sans formation. C'est la raison pour laquelle il insiste sur l'apprentissage, avec des mesures innovantes sur l'apprentissage, mais surtout sur le fait qu'on redonne confiance à l'économie, qu'il y ait une flat tax sur le capital. Ça aussi, c'est le seul à le proposer, 30%. Suppression de l'ISF, cet impôt imbécile qui nous empêche d'avoir des investisseurs. Redonner la confiance aux entrepreneurs, redonner la confiance
confiance aux entreprises. La première mesure sociale, c'est que les Français retrouvent du travail et qu'on arrête avec ce taux de chômage qui est tellement plus élevé que nos autres pays européens. Il n'y a pas de fatalité et je pense qu'on peut y arriver. Dernier chapitre, comment vous faites ça? S'il y a une alternance en 2017 et que vos candidats sont élus, vous procédez comment quand vous êtes au pouvoir? Le vrai problème, Bruno Le Maire. c'est que depuis 40 ans, moi j'ai 40 ans, j'ai connu que ça. Depuis 40 ans, le président est élu et la politique qui suit est totalement l'inverse du programme qu'il a proposé. En 81, vous avez eu les socialistes, 2 ans plus tard, le tournant libéral. En 95, vous avez eu la fracture sociale. 6 mois plus tard, Alain Juppé nous propose une purge encore pire que celle de François Fillon, qui a provoqué... Vous faites comment en 2017? En 2012, il n'a jamais proposé de purge. En 2012, on a François Hollande, qui n'aime pas la finance et qui 2 ans plus tard la défend. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un programme prêt avant l'élection. Parce que je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus. Un programme avant l'élection. La France, c'est comment? Pour beaucoup de présidents, l'élection, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement. Alain, c'est quelque chose de très intéressant, mais je pense que tous les candidats ont des programmes. Voilà. Après, c'est la façon de mettre en œuvre. Je n'ai pas dit l'inverse. Et c'est là où nous sommes différents par rapport à vous. Il faut être prêt avant le premier tour et pas après. Et comment après? Comment après? Des ordonnances, des lois, des référendums, comment? Laurence Ferrari. On va juste sortir le pavé. Le pavé qui est tant décrié. C'est la simplification. Qui est tant décrié. Oui, il y a 1000 pages, on les a comptées. L'ensemble de ces mesures est chiffré, précisé. Vous y avez accès par Internet, parce qu'effectivement, 4 kilos, c'est rassure-toi, nos programmes sont chiffrés aussi, donc c'est bon. Et c'est la crédibilité du programme avant le premier tour qui compte. Ici, tous les experts, les analystes sont en train de le déchiffrer, sont en train de le décortiquer, de le critiquer, bien sûr. Mais là, vous avez peut-être l'avenir de la France pour la décennie qui vient. C'est comme ça qu'on pourra, devant les Français, être crédible. Et pour les ordonnances? Laurence Ferrari, très concrètement, les Français ne nous croient plus. Nous avons promis, nous n'avons pas fait, et ils ont choisi les socialistes parce qu'ils ne croyaient plus en nous. Et là, nous avons souhaité, avec Jean-François Copé, proposer autre chose. C'est la méthode de gouvernance par les ordonnances. Alors les ordonnances, c'est d'abord faire campagne sur ces ordonnances, 15 ordonnances qui nous permettraient de modifier le pays très rapidement. Encore en 2-3 mois? Cette campagne se fait jusqu'au présidentiel. Élection ensuite du Parlement. Une loi d'habilitation du Parlement pour autoriser le gouvernement à modifier tous ces domaines. Et ensuite, un passage au Conseil d'État et en Conseil des ministres pour mettre en œuvre. Voilà, en quelques mois, en très peu de mois, pendant l'été, juste après l'élection présidentielle et l'élection législative, la possibilité de changer, d'avoir le courage de faire les réformes. 1 an pour agir, 4 ans pour contrôler, pour que le Parlement travaille et suive et voit bien les effets de chaque loi, mais enfin des politiques qui font des promesses et qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, mettent en œuvre leurs politiques. Ils tiennent leurs promesses. Valérie Boyer pour François Fillon. Alors, moi je voudrais dire que quand on a la chance d'être le porte-parole d'un homme d'État comme François Fillon, qui incarne quand même l'honnêteté, l'exemplarité et la solidité, je crois que sa parole n'est pas démonétisée, bien au contraire, mais qu'il inspire la confiance. Et il propose, bien évidemment, de tout dire avant pour tout faire après. C'est la raison pour laquelle il a proposé son programme économique chiffré, mais tout le reste aussi, qu'il l'a mis... Je rappelle quand même qu'il a rencontré plus de 5000 entrepreneurs quand il a fait son tour de France, que ce projet, il l'a construit avec les Français, en toute transparence, depuis presque 4 ans maintenant. Sur la méthode, comment comment il s'y prend, déjà, tout est décrit dans son programme depuis très longtemps. D'abord, il souhaite ouvrir son gouvernement, un gouvernement resserré à la société civile, parce qu'il a compris qu'il fallait du son neuf et qu'il fallait être à l'écoute. Non, pas d'ouverture. Voilà. Fais-nous plaisir. Pas d'ouverture, on est bien d'accord. Mais à la société civile et aux compétences. C'est moi qui étais à la droite populaire, je ne vais pas te dire l'inverse. Et aux compétences. Et c'est la raison pour laquelle il s'est entouré d'experts, d'ailleurs. Et quand moi je suis porte-parole, mais quand on présente son programme, ces experts... Mais il fait des lois, il fait quoi? Alors, il propose notamment, pour que ça aille vite, bien évidemment, et je pense que là tout le monde est d'accord, pour que ça aille vite, que le Parlement siège non-stop pendant tout l'été afin de mettre en place ces réformes économiques, parce que tout est prêt déjà. Je veux dire, son programme, il est solide, son programme, il est connu, il est chiffré, et j'espère que quand, comme je le crois, il sera au 2e tour de ses primaires, eh bien on pourra avancer là-dessus. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est vraiment
un mode de gouvernance différent, puisqu'il veut s'appuyer sur les compétences et pas sur les accords politiques, avec des personnes dont il donnera les noms dès après avoir gagné la primaire, pour que son gouvernement soit déjà en ordre de marche et que les propositions puissent déjà être faites, parce que l'alternance, je crois que ça ne fait un doute pour personne. Est-ce que la classe politique peut changer aussi? Nous proposons un référendum au deuxième tour des législatives, parce qu'on peut demander aux Français de changer si nous-mêmes nous changeons. Donc Bruno Le Maire propose un référendum. On voterait pour les législatives et un référendum. Au deuxième tour des législatives, le 18 juin 2017, vous aurez un référendum, le référendum du renouveau, qui baissera le nombre de députés, qui baissera le nombre de sénateurs, qui interdira le cumul dans le temps, qui obligera les hauts fonctionnaires à démissionner de la fonction publique s'ils partent en politique, et qui obligeront aussi les candidats à donner un casier judiciaire pour montrer que la classe politique est prête à changer. Ne demandons pas aux Français de changer si nous ne changeons pas nous-mêmes. Un dernier mot, on approche de la fin de l'émission. Ce référendum, tu es obligé de faire le débat avec l'Assemblée qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec une Assemblée de gauche. Absolument. Pour le deuxième tour, je te montrerai la note relative au référendum du renouveau. On arrive au terme de l'émission. Laurence Ferrari, je vais vous demander un mot à chacun. Si nous continuons avec des lois, vous savez très bien que pour voter une loi, il faut 18 mois. Donc concrètement, si vous repartez dans le même système, nous aurons ce qui s'est passé pendant des années et qu'il faut passer par les ordonnances. On repart pas dans le débat. En un mot, 18 mois, on peut aller très vite en faisant en sorte que le Parlement siège les lois. Valérie Boyer, quel est le slogan de François Fillon? Ce sera le mot de la fin. Faire pour les Français. Et d'ailleurs, ça lui ressemble. C'est pas quelqu'un qui est dans l'apparence, c'est un homme qui est honnête, exemplaire, qui est extrêmement solide et qui est là pour construire. Jean-François Copé, Michel Tabarot. On ne recule plus. Voilà, on a suffisamment reculé, on a suffisamment menti à nos électeurs, on a suffisamment, de 2007 à 2012, laissé entendre que le pays allait totalement changer. Là, on sait que c'est la dernière chance de la droite pour nos concitoyens, pour notre pays. Donc, ce mot d'ordre est le mot d'ordre du maréchal Joffre au moment de la bataille de la Marne. Et c'est vraiment ce qui nous anime tous. On ne recule plus. Et Bruno Le Maire. Une France juste et fière. Ce sont deux mots importants. Et puis rassurez-vous, on débat, on n'est pas d'accord, mais au second tour de ces primaires, nous nous retrouverons tous derrière Bruno Le Maire, j'espère. L'essentiel, c'est le rassemblement. Vous pensez vraiment que la droite saura se rassembler au second tour derrière un candidat? C'est essentiel. Moi, j'ai trop souffert, trop été traumatisé par la défaite de 2012 et pardon de le rappeler, par nos luttes fratricides de ces dernières années. Je ne veux pas, je veux le rassemblement. C'est le gage de l'alternance en 2017. Mesdames, c'est bien. Donc nous t'écoutons avec plaisir aujourd'hui. Nous enregistrons ton soutien, quel que soit. Mais de toute façon, pas de débat. De toute façon, les Français ne pourraient pas comprendre que tous les républicains qui se retrouvent dans le cadre de cette primaire n'aient pas, je dirais, la noblesse de s'engager pour un combat qui sera très important contre le FN et contre la gauche. On doit cette primaire à François Fillon. C'est lui qui s'est battu pour qu'il y ait cette primaire transparente. C'est lui qui s'est battu pour qu'il y ait cette primaire honnête. Donc il est bien évident qu'on sera tous, je pense, très heureux de se retrouver derrière un homme honnête, exemplaire. Rappelons que tout le monde peut voter. On rappelle que tout le monde peut voter. Merci beaucoup Valérie Boyer, Michel Tabarot, Alain Chrétien d'être venus pour ce débat des primaires de la droite.